notre collègue commun, le regretté Pierre Bottner, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était du CNRS, là. Un jour, on était passé devant les pins de la Grande Motte, hein, et il m'avait dit, tu vois, c'est un exploit qu'on ait réussi à implanter ces pins ici, parce que c'est des sols il y a du sel dessous, et si jamais les racines des pins touchent le sel, eh ben ils crèvent. Alors, est-ce qu'il y a un danger là-dessus, actuellement? Alors, ça tombe bien parce que voilà le schéma. Voilà le schéma de la Grande Motte. C'est très schématique. Hein. Sur le bas, vous avez toute la zone urbaine de la Grande Motte et les espaces verts. En vert foncé sont les pinèdes, ce qu'on appelle les hauts-tiges, et en vert clair, les basses-tiges et les gazons. Voilà. Alors, comme l'a expliqué Jean-Paul, on est en équilibre avec le biseau salé. Donc on a une pression. Donc là, on a à peu près 1,20 m de sol. Lorsque la Grande Motte a été créée, je rappelle quand même quelques photos. Voilà. On est sur un sol complètement artificialisé. C'est-à-dire que on avait, donc ça c'est la presqu'île du Ponant. Ici c'est le cœur de la ville avec le port qui vient d'être construit. Et vous voyez qu'on a répandu des sables qui ont été prélevés dans l'étang du Ponant. C'est des sables fossiles du Rhône qui ont été répandus de façon à surélever l'altimétrie moyenne qui était de 0,7. On l'a amené à 2 mètres. Donc, et alors, grosso modo, parce que sur le golfe, par exemple, on est plutôt à 1,20 m d'altimétrie plutôt qu'à 2 mètres. Et donc, on est dans la situation que je vous exposais, enfin que vous avez vu précédemment. Voilà. C'est-à-dire que on a le sol, on a des rigoles. Autrefois, avec la culture de la vigne, on arrosait en été, en hiver, avec des rigoles. Et imaginez ici qu'on a une rigole, un fossé de rigole. On fait venir de l'eau du canal du Rhône à 7, et donc on a un rechargement de nappe. Ça donne ça. Donc, l'eau salée, comme a expliqué Jean-Paul, est plus lourde que l'eau douce, et l'eau douce vient s'installer dans ce qu'on appelle une nappe perchée, en équilibre sur la nappe d'eau salée. Alors, il est évident que on sait, certains écologues ont fait les études, un pin adulte, dans sa saison estivale d'été, il va pomper à peu près 80 cm de hauteur d'eau douce, parce qu'il ne va pas pomper de l'eau salée. Si les racines tombent sur l'eau salée, c'est là qu'on a affaire à un accident de végétation. Donc, la Grande Motte est équipée de piézomètres qui sont répartis surtout dans la zone des villas, parce qu'il se trouve que les villas pompent également, pour l'arrosage des jardins individuels, pompent dans la même nappe. Donc, il faut surveiller cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un piézomètre dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure? Ben, c'est simplement un tuyau qu'on va enfoncer dans le sol. Il faut qu'il soit repéré au niveau NGF, donc il faut qu'il soit installé par un géomètre. Il faut qu'on ait le niveau altimétrique par rapport au zéro du niveau de la mer. Donc, cette distance, il faut qu'on la connaisse par rapport au niveau de la mer. Et donc, en fonction de la disponibilité en eau pendant la saison estivale, si on n'a pas de rechargement, si on ne fait pas d'irrigation ou si on n'apporte pas par des rigoles, la nappe d'eau douce va baisser parce qu'elle va être consommée par les plantes. Et à un moment donné, on va arriver sur le sel. Et c'est ce qui est arrivé dans la photo qu'a présentée Jean-Paul tout à l'heure. Les vignes qu'on a vues, elles ont été prises en plein mois d'août. Elles ont changé de couleur en plein mois d'août. C'est-à-dire qu'elles étaient arrivées à épuisement de disponibilité en eau douce et que probablement s'est ajoutée la toxicité du sel. Donc, actuellement,
on a 4 piézomètres qui sont installés surtout en zone de villa, mais qui ne sont pas exploités parce que on a simplement la lecture de la hauteur, mais ce qu'il faudrait connaître, il faudrait faire une analyse, en plus de connaître la hauteur d'eau du piézomètre, il faut savoir à quelle hauteur on est au-dessus de la nappe salée. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse de l'eau pour savoir qu'est-ce qui nous reste comme disponibilité en eau douce pour réapprovisionner à temps. Oui. Donc c'est actuellement ce sur quoi on a des contacts avec les élus pour dire attention, il faut absolument mettre en place un réseau de piézomètres, il existe déjà, il faut l'amplifier et il faut l'exploiter, de façon à anticiper le rechargement. Parce que ce qui peut se passer, c'est que Balladur avait très peur, quand on a ouvert l'étang du Ponant, avait très peur que l'étang du Ponant, l'ancien marais des Tombes, qui était isolé de la mer, se salinise et que tout ce qu'on allait mettre comme pin-pignon allait disons, être en difficulté par rapport au sel. Et en fait, on doit s'apercevoir qu'effectivement, le pin-pignon résiste assez bien. La photo que vous a montré Jean-Paul tout à l'heure, il y a toute une série d'arbres qui étaient jaunes, sont des platanes. C'est-à-dire les feuillus sont beaucoup plus sensibles que le pin-pignon. Le pin-pignon en plein été, vous avez un coup de Mistral en plein été, vous avez de la chaleur et du vent, très très forte évaporation, et donc il va perdre ses aiguilles, il perd beaucoup d'aiguilles, il arrive à s'en sortir en quelque sorte, et ce qui est remarquable, il faut le signaler, c'est qu'ils ont peu de profondeur disponible, ils s'étalent, ils viennent en surface, ils font du calpinage, ils viennent en surface sous le macadam pour récupérer de l'eau comme ils peuvent, ils contaminent aussi, ils s'infiltrent dans les canalisations, dans les canalisations de pluviales, dans les canalisations d'eau usée, parce que la Grande Motte a été construite avec du fibrociment dans certaines canalisations, donc tout ça est à revoir. Et en plus, on a le niveau marin qui va augmenter d'altimétrie, pas si vite qu'on le dit, mais quand même, à terme, il ne va pas baisser. Donc ça veut dire qu'on aura une disponibilité en eau douce qui va diminuer dans les années qui viennent. Alors, je pense que avec le pin-pignon, on a une espèce qui est relativement robuste, qui pourra résister. Peut-être qu'on ne pourra pas les garder. Actuellement, les pins on a les plus anciens. Dans le quartier des villas, il y a quelques pins témoins qui ont probablement 150 ans. Il y en a 2 ou 3. Hein. Balladur les a gardés. On n'a surtout pas voulu. Ce sont des témoins qui nous disent, voilà, ça peut tenir encore. Mais ils sont dans des zones où il y a suffisamment de sol de sable, comme sur le Boucanet, par exemple. Il y a de la profondeur. Donc l'ancrage est solide. La difficulté, c'est qu'en zone urbaine, l'ancrage est un peu plus fragile, parce qu'ils sont simplement sur 1,20 m de profondeur. Et donc, c'est à surveiller. Il faut qu'on surveille. Il y a eu une enquête qui a été demandée à l'Office des forêts, qui est venue, et ils ont testé les arbres par des systèmes de micro-ondes qu'on envoie pour savoir quel est... ils peuvent détecter, par exemple, qu'un peuplier qui a l'air à peu près correct, il est creux et il est très dangereux pour la population. Donc, il faut faire un diagnostic arbre par arbre. Et donc, c'est un sujet très sensible parce que dès l'instant que vous touchez un pin, la population n'aime pas parce qu'il nous apporte vraiment de la fraîcheur et on a des étés de plus en plus chauds. Et donc, le pin, ça devient essentiel. Alors, il y a un autre problème qui est celui du golfe. Dont on peut parler. Là, c'est d'autres photos que j'avais prises pour vous présenter. Oui, je voulais simplement parler de quelques événements extrêmes en Belle-Île-Morte, en dehors de ce problème de sel et de remontée de sel et de sécheresse. Ça peut avoir des excès d'eau. Alors, les crues du Vidourle ou des inondations de l'étang de l'Or. C'est-à-dire, en hiver, on peut avoir
des grosses inondations et en été des problèmes de sécheresse très aigus. Je rappelle pour mémoire que la tempête de 82, il y a eu, en 82, voilà ce que ça a donné, c'est-à-dire on avait des vagues, donc c'est dans la nuit du 6 au 7, des vagues de 4 à 4,50 m et jusqu'à près de 10 mètres vers 7. Donc on a eu pendant plusieurs jours des vents qui étaient au-delà de 100 km/h. Et donc on n'a pas eu de surcote marine aussi forte jusqu'à présent que celle de 82. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est ces dunes qui venaient d'être installées vers le point zéro, qui ont été bousculées par les vagues et qu'il a fallu déplacer. Là, il y a eu et on s'était aperçu qu'on n'avait pas suffisamment conforté les dunes pour bloquer cette submersion. Dans l'étang du Ponant, voilà ce que ça a donné sur la berge de Port-Grégo. Les bateaux ont été rejetés en gros à 2 mètres d'élévation. Mais ces bateaux c'est la sécurité civile de Brignoles qui venait d'être créée, qui est venue, qui est resté 2 mois à la Grande Motte pour venir dégager tous ces bateaux qui ont fait naufrage, y compris dans le port. Autre menace, le Vidourle. Le Vidourle, c'est un fleuve de centaines de kilomètres de long qui prend sa source à 800 mètres d'altitude, qui est très court, mais qui est très violent. On a eu une crue avec 600 mm en 24 heures, dans le point le plus important, à la limite des Gardons et du Gard, et en amont, on a 3 barrages. Là, c'est un des barrages. Pardon. C'est un des barrages qui a débordé. Et pour vous donner une idée du risque d'inondation, le Vidourle, à ce moment-là, il a un volume de 3000 m3/s, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du Rhône à l'étiage. Ça ne va pas durer longtemps, mais vous voyez les ravages que ça peut faire. Et alors, lorsqu'il arrive à Bayag, il a déjà délesté près de 2000 m3/s qui ont inondé les différentes zones amont. Et il arrive avec 800 m3/s. Et il va croiser le canal du Rhône à 7, qui est ici, par les portes du Vidourle, qui doivent être fermées bien sûr à l'avance, parce que si on ne les ferme pas à l'avance, c'est impossible de les fermer en pleine crue. C'est-à-dire qu'il y a une alerte qui doit être donnée à un timing précis. Si on dépasse, on ne peut plus les fermer. Et vous voyez, ici, alors, je vais vous donner les dimensions. Voilà. On avait fait autrefois des portes avec un système de guillotine, mais donc maintenant c'est électrifié, c'est beaucoup plus grand. Donc quand on a une crue décennale, on est de l'ordre de 300 m3/s au croisement des portes. Lorsqu'il n'y a pas de crue, la navigation est ouverte. Les portes c'est des portes-wagons qui font 7 mètres par 16 mètres, 7 mètres de haut par 16 mètres de long. Et l'alerte doit être donnée à Vic-le-Fesc, parce que lorsque l'alerte est donnée à Vic-le-Fesc, on a 30 minutes pour les fermer. Ouais. Donc là, elles sont fermées en 2003. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2003, parce qu'en 2003, il y a eu une grosse crue du Rhône qui s'est répercutée sur le canal du Rhône à 7, et on s'est fermé par rapport à la crue du Rhône. Donc la Camargue a été pratiquement inondée en grande partie. Et ici, les portes sont ouvertes, et la crue qu'on a eue en 2003, c'était une crue plus que centenale, 850 m3/s, avec une surcote de 3 mètres. Et surcote de 3 mètres, qu'on voit ici, c'est une photo qui a été prise
Alors Jean-Pierre, on avait commandé un avion très tôt après la crue. Voilà la différence, comment les plantes protègent. Si on n'avait pas cette surcote, eh ben, ça aurait inondé toute la zone de la Grande Motte. Voilà. Et les conséquences aussi, dans les années qui ont suivi, c'est l'érosion. Et là, le pont des Abîmes, il y a eu l'érosion juste à l'amont du pont des Abîmes et l'érosion sur la presqu'île du VVF. Vous voyez, des pins, on voit très bien le massif dunaire qui est là, avec les pins, et donc la protection qui a été installée par la suite. On place un géotextile, et puis enrochement. Et là, par contre, on a choisi un système de pales planches pour la protection. Voilà, en gros, le système assez complexe d'estuaire du Vidau. Donc, il passe une partie de son parcours par les Causses, il y a une partie souterraine, et il revient avec une très grosse violence. Et c'est à ce niveau-là qu'il va croiser les ports du Vidau. Et donc, quand il arrive à l'estuaire, à sa partie estuarienne, il y a en gros les 2 tiers qui vont transiter, qui passent par l'étang du Ponant, et le reste qui va s'évacuer par le Grau du Roi. Avant la création de la Grande Motte, tout le volume s'évacuait au Grau du Roi, qui était inondé très régulièrement. Autrefois, au Moyen-Âge, le Vidau se jetait dans l'étang de l'Or, par la Tamariguère qui existe encore. Voilà. Mais il y a d'autres, là c'est le canal de Lunel, il y a tout un réseau de canalisation. Là c'est la canalette qui est derrière le Pinède de la Grande Motte, qui a pris une autre inondation qu'on a eue en 2003 avec l'inondation de l'étang de l'Or. Donc, après, on est plus ici sur l'influence du Rhône, avec le Vistre, et ici le canal d'Aigues-Mortes au Grau du Roi. Là, c'est une représentation. Une représentation de la crue qui a impacté la Grande Motte en 2003, avec l'étang de l'Or complètement inondé, et ici, la Manade Grès, où les taureaux se sont regroupés et ont failli périr, des chevaux et des taureaux se sont tous regroupés sur un petit îlot qui subsistait, parce que tout ça avait été submergé. Et la crue est restée à peu près une dizaine de jours, inondant le golfe, les quartiers du golfe, et jusqu'au parking derrière la Grande Pyramide, et sur la zone d'accès des pompiers. Et par exemple, cette photo a été prise dans la Pinède qui est située derrière l'allée de Port-Ponant. Alors c'est de l'eau qui est restée à peu près une dizaine de jours et qui a inondé un quartier des villas qui a été inondé de 10 à 15 cm d'eau pendant une dizaine de jours. Voilà. Je termine rapidement en vous montrant ce que Jean-Paul a présenté sur le stock de sable dont nous disposons. Grâce aux ganivelles, on arrive à piéger avec le vent, si vous voulez, il y a les oyas qui peuvent piéger le vent, mais si les oyas disparaissent, tout le sable va être perdu. Une fois qu'il a dépassé les dunes, on ne peut plus le récupérer. Et comme on l'a dit, on n'a plus de réapprovisionnement, puisque le Rhône n'apporte plus pratiquement de sédiments. Donc c'est-à-dire que l'excès de sable que nous avons à l'Espiguet, il vient du fait que c'est du sable qui est arraché depuis les Saintes-Maries et qui vient s'accumuler à la pointe de l'Espiguet. Par exemple, les Hollandais ont eu un événement majeur le 30 janvier 1953. Il y a eu un raz-de-marée occasionné par des vents violents
en mer du Nord, il y a eu 2500 morts, 200 000 hectares inondés. Ils ont mis en place le fameux plan Delta, et c'est-à-dire que là, on a une barge qui est en train de recharger en sable une zone qui est en érosion, avec des courants qui vont attaquer du côté, qui sont un petit peu freinés par ces pieux. Et là, on fait un rechargement régulier chaque année, parce que ils ont l'habitude d'être soumis au risque d'inondation à cause de l'expérience qu'ils ont vécue en 1953. Et actuellement, j'ai vu dans les dernières informations qu'ils ont signalées, ils se protègent avec un risque, disons, de probabilité de retour de 10 000 ans. C'est-à-dire qu'ils sont très, très sûrs d'eux. Donc ça paraît invraisemblable, quoi. On n'en est pas là. On en est par contre, dans notre région, on a une zone de faiblesse sur Moguio, et on a fait un rechargement, donc avec une drague hollandaise qui est venue, qui a récupéré du sable à l'Espiguette, et l'a répandu. Ici, vous voyez, on ne fait pas comme les Hollandais. Les Hollandais, par exemple, ce qu'ils vont faire, ils vont déposer le sable de façon massive à un endroit où la mer vient creuser, et c'est la mer qui va le répartir. Nous, on l'a réparti tout du long. Donc ça a permis de protéger nos plages, surtout du côté de Cardon, pour une dizaine d'années, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous donner comme complément. On peut, si vous voulez, discuter sur des questions qu'on se pose à propos de la salinité et des espaces verts. C'est ce qui importe pour notre quartier, pour la qualité de vie. Hein, c'est sûr que le pin pignon, c'est un végétal absolument essentiel à l'accompagnement de notre patrimoine urbain. Donc, s'il y a d'autres questions, oui. Oui, je voulais vous parler d'un élément qui n'est pas très connu. Lorsqu'on a voulu lancer la Grande Motte en 1963, on s'est aperçu que les terrains avaient une cote qui était assez proche du zéro et qu'il était impossible de construire dans de telles conditions. Il fallait remblayer pour avoir une marge vis-à-vis de la cote zéro, et deuxièmement pour donner aux arbres futurs, à tous les espaces verts, une masse de terre importante. Et on s'est rendu compte également, heureusement, que l'étang du Ponant, à cette époque-là, n'avait plus d'étang que le nom. Il était totalement remblayé par les alluvions du Vidour depuis des décennies, des centaines d'années, et pendant les étés, l'étang du Ponant était totalement à sec. Donc, ce qui est arrivé, et ça, on a pu faire ça grâce également à Vian, qui était l'ingénieur des ponts et chaussées s'occupant des ports, etc. On a fait venir 2 dragues suceuses des Pays-Bas, une qui est rentrée par le port, qui a surcreusé l'avant-port, le port, etc., et qui a mis des sédiments essentiellement pour les routes, et une deuxième drague suceuse qui est rentrée par le pont des Abîmes, et qui s'est progressivement fait un chemin en creusant et en renvoyant tous ces alluvions sur la Grande Motte. Donc on a recreusé l'étang du Ponant, 300 hectares sur 3,50 m à peu près, et on a donc remblayé, surélevé tous les terrains de la Grande Motte de 2 mètres, 2,50 m, je ne sais pas très bien, mais je crois qu'à l'heure actuelle, la cote des terrains de la Grande Motte, c'est de l'ordre de 2 mètres, 2,40 m à peu près, la cote du port en 1,35 m. Donc si vous voulez, on a maintenant une Grande Motte avec beaux espaces verts et relativement protégés des intempéries, et un étang du Ponant qui est devenu un magnifique plan d'eau.
Et si les espaces verts sont beaux à la Grande Motte, c'est uniquement parce qu'on a fait ce gros travail de remblaiement. Les deux dragues suceuses ont pompé nuit et jour pendant 6 mois, je crois. Et c'est un remblaiement qui s'est fait non pas par voie terrestre, mais par voie hydraulique. C'est la seule façon d'avoir un remblai qui ne soit pas trop coûteux. Par voie mécanique, ça aurait été trop long et trop cher. Oui. Merci Guy, merci de cette précision. Bien sûr, je reviens. D'ailleurs, ça confirme ce que tu dis, tu vois. On voit quelques pins qui ont été gardés, il y a notamment ici, il y en a quelques-uns, il y a les lignes. Ici, il y a la zone, l'ancienne zone des vignes. Et là, on a quelques peupliers qui sont gardés. Et c'est vrai que... Toute la Grande Motte a été remblayée. Toute la Grande Motte a été remblayée. Et c'est vrai qu'aussi, l'hiver 56, où il a fait moins 17 à la Grande Motte, on ne le sait pas, mais enfin on l'a oublié, ça a occasionné, disons, une perte de la vigne, parce que la vigne a gelé pratiquement au niveau des racines, et donc, parce que les racines ne sont pas profondes, et donc c'est ce qui a conduit finalement à aménager la Grande Motte pour... Mais si on n'avait pas récupérer du sédiment de qualité dans le Ponant, la Grande Motte n'aurait pas pu exister. Voilà. Et alors, ce qui est remarquable, pour revenir à la remarque précédente, c'est que Balladur n'était pas certain, et Pierre Pillet non plus, que les pins allaient réussir, les pins pignons allaient réussir dans cette condition. Et ça a été non seulement ils ont réussi, mais ils réussissent presque trop vite et trop bien. Ouais. Alors, d'autres questions? Alors, vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Daniel Cao, garçon. Oui. Bonjour. Donc, j'avais une question sur le rechargement de la nappe. Donc, tu as évoqué tout à l'heure que autrefois, la nappe se rechargeait plus facilement parce qu'il y avait de l'irrigation au niveau des vignes, par rapport à l'irrigation et par rapport au canal. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment on peut recharger la nappe et quelles seraient un peu, peut-être si quelqu'un le sait, les difficultés qui occasionneraient ces rechargements? Est-ce que c'est en réimplantant de l'agriculture qui pourrait reproduire de l'irrigation, enfin, toutes ces questions? Oui. Non, en fait, à chaque fois tu passes, d'accord. Pour ce qui est de l'irrigation, on a les espaces verts. Autre condition de réussite de la Grande Motte, c'est l'eau brute du Rhône. On est connecté à l'eau brute du Rhône, c'est-à-dire qu'on ne va pas irriguer avec de l'eau potable, comme ça se passe dans la plupart des villes. C'est de l'eau brute. Et donc cette eau brute, elle est disponible pour le golfe, qui utilise 500 000 m3 par an, tout seul, à lui tout seul. Et il y a un autre 500 000 m3 pour l'ensemble des espaces verts qui sont irrigués. Mais ce qui se passe, c'est que les espaces verts, en dehors du golfe, ils sont de moins en moins irrigués. Parce que, alors pour diverses raisons. Premièrement, les viticulteurs sont obligés d'irriguer, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'en plein été, la Grande Motte est en compétition avec le vignoble. Par exemple, le golfe va irriguer en pleine nuit, ils n'ont pas le droit d'irriguer de jour, parce que maintenant on va réutiliser, alors il y a un autre aspect, c'est qu'on va réutiliser de l'eau de la station d'épuration, et ils pompent à 7 kg de pression et ils font de l'aspersion pour les gazons. Mais le problème, c'est que le golfe a des lacs, et donc ces lacs, ils ne sont pas réapprovisionnés. C'est-à-dire qu'il y a encore les fossés qui datent de la période viticole qui sont existants. C'est des fossés par lesquels on évacuait de l'eau excédentaire en été et on faisait rentrer de l'eau, si nécessaire, soit en automne pour ennoyer la vigne, pour le phylloxéra, ou pour réapprovisionner la nappe. Et donc ce système, par gravité, on a suggéré à la mairie de le remettre en route. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Vous voyez ? Mais alors pour le moment, ils ont choisi l'aspersion à 7 kg de pression, et à ce moment-là, les vignobles du Petit Chaumont, du Grand Chaumont, et même en amont,
ils n'ont pas assez de pression pour irriguer. C'est-à-dire, eux, ils vont être obligés d'irriguer de jour. Et en plein été, vous imaginez que les viticulteurs, ils préfèrent irriguer la nuit, parce que c'est plus logique, on perd moins par évaporation, que de façon à ce qu'on ait un maximum d'eau qui aille dans la nappe. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut suivre régulièrement la réserve d'eau douce sur la nappe salée par des piézomètres, ce qu'on ne fait pas pour le moment. Et donc, dans l'avenir, ça devient essentiel, parce que à un moment donné, on est en train d'observer des zones où le pin pignon n'est pas irrigué et qu'il est dans les mêmes conditions que la grande motte. Jusqu'où il peut tenir. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des espaces verts qui vont avoir un stress d'été important. Et si on est quand même dans une zone où il y a énormément de villas, de construction, si vous avez un incendie brutal, vous avez une exposition aux incendies. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles l'association va vraiment insister. On a déjà fait 3 dossiers, on n'a pas de réponse là-dessus. Juste une remarque. Juste une remarque. En ce qui concerne la Camargue proprement dit, le meilleur système pour recharger le nappe, c'est évidemment le riz. Mais le riz ne peut être associé qu'à, par exemple, à du blé dur. Évidemment, on ne peut pas mettre la vigne 3 ans et la retirer. Donc le problème n'est pas pour les zones de grande culture où le riz fait partie de la rotation, si j'ose dire, mais pour les zones de vignobles, parce que la vigne reste à planter là où elle est, et c'est bien sûr dans les vignes qu'il y a des taches de sel. Oui, et puis autre remarque, c'est que là, on est sur des sols sableux, parce que dès l'instant que tu as des limons, ce qui est le cas du riz, on n'a pas la même gestion. On est plus, disons, à l'aise pour apporter de l'eau dans des sols sableux, même si on en met un peu trop. Parce que tout le problème de floculation des argiles que tu as évoqué, il est vraiment capital quand on a affaire à des sols. D'ailleurs, en bordure du Golfe, dans le nord de la zone nord du Golfe, j'avais envoyé des photos, on a une frange qui ont beaucoup de mal à tenir parce que là, on a un changement de qualité de sol. On a des sols qui sont moins sableux avec plus de proportion de limon. Autre question? Oui. Oui. Je voudrais revenir sur le premier exposé. À la fin du premier exposé, il a été amené l'effet que le changement climatique, le réchauffement climatique, allait entraîner des modifications importantes de la côte, et donc nécessairement de notre quartier, de la mode en général. Où en est-on sur cette question? Parce que souvent on cite ça comme si c'était bon, c'est comme ça, et puis amen. Ou est-ce que, quelque part, l'association aussi a un rôle à jouer là-dedans? Tu veux répondre ou... Non, J'essaye de reformuler la question. Est-ce que, enfin, je le dis peut-être différemment, mais si vous me corrigez, est-ce que dans les 20 ans qui viennent, il faut s'attendre à des gros changements? Est-ce qu'il faut les anticiper dès maintenant? En gros, c'est ça. Oui. Parce que là, ce qu'on constate actuellement, qu'est-ce qu'on a constaté? Sur votre photo, pas celle-là, oui, celle qui était un petit peu avant, entre l'eau salée, la mer, voilà, celle-là. La photo d'en haut est assez remarquable. Oui. En matière de réchauffement climatique, tout le monde sait d'ailleurs que le niveau de la mer va monter. Mais c'est pas tellement le niveau de la mer qui monte ici pour la Méditerranée. Ce qui est plutôt la pression de la mer sur l'eau salée qui est en dessous de l'eau douce. C'est ça qui va se passer. Oui. Et c'est cette eau salée qui va remonter. Oui, voilà. Oui. Donc, est-ce que ces éléments-là, puisque vous avez évoqué, vous, avec les différents capteurs, est-ce que ce ne sont pas des éléments sur lesquels on doit quand même se préoccuper et s'interroger parce que pour les 10 ans à venir, vous dites bien, mais vous êtes optimiste, pour les 10 ans à venir, voire 20 ans à venir, on va quand même avoir un sacré coup au niveau du Ponant, au niveau de la Grande Motte en général. Et je veux dire, c'est une question qui me paraît quand même... Tout à fait. Et figurez-vous que... Basique, sinon on va passer son temps... C'est ce qu'on a vu un petit peu, excusez-moi, la semaine dernière à la Grande Motte avec le salon du littoral. On passe son temps à trouver des solutions pour
comment améliorer tel phénomène, non. S'il y a un réchauffement, il faut se pencher en tout cas sur la question du réchauffement pour nous, à notre égard, et pas seulement se contenter à faire des réserves naturelles de poissons et d'algues, parce que de toutes les façons, le réchauffement, lui, il va continuer son chemin, et l'aggravation qu'il va faire, il va continuer. Donc peut-être qu'il ça vaut le coup de s'interroger. Alors, si vous voulez... Oui. Vous vouliez apporter une précision? Oui, oui. Un coup de chiffon. Merci, je suis de Carnon. Oui. Et je trouve que là, avec les piézomètres qui sont répartis dans certains quartiers de la Grande Motte, c'est quelque chose de très intéressant. Bien sûr. Il faudrait, si on veut tenir compte de cela, qu'il y ait aussi des piézomètres à Palavas, oui, à Carnon, absolument, au Grau-du-Roi, parce que tout cet espace est fait de mobilité. oui. Et donc, pour pouvoir proposer un plan d'accompagnement de la remontée du niveau des eaux, il faut qu'on puisse savoir. Et je trouve que c'est très important que ça soit une association qui en parle, parce que les élus, j'avoue que les élus, ça les intéresse pas. Parce que, figurez-vous qu'on a fait 3 dossiers, on a eu des rendez-vous. Alors, on a quand même un élu présent. Hein, je vais vous préciser, je suis Christine Combarnous. Oui, je vous ai reconnu. Vous êtes géologue. Oui, j'ai été hydrogéomorphologue. Oui. Mais j'ai été conseillère municipale à Montguiot-Carnon de 1977 à 1983. J'ai travaillé après France Entière, donc j'ai dit non. Je suis revenue, en effet, et j'ai été conseillère municipale à partir de 2014, et j'ai duré que 4 ans. Parce que j'ai essayé, j'étais à l'agglo du Pays de l'Or, et j'ai essayé de leur dire, mais attention, il y a plein de choses à voir. Et ben, au bout de 4 ans, moi j'ai passé mes nuits à faire l'aller-retour entre Montguiot et Carnon, et j'y suis pas arrivée. Donc j'ai sauvé ma peau et je suis arrêtée. Mais non, mais c'est vrai. Et donc je trouve que c'est important que ça soit une association qui reprenne ça. Et là, on a déjà un début d'analyse du problème avec les piézomètres. Il faut en mettre, je dirais, tout le littoral. Et ce qui manque... C'est l'instrument essentiel qu'il faut maintenant développer. Et ce qui manque... C'est pas surtout les mettre, c'est faire des lectures régulièrement. Il faut que ça soit lu quasiment... Voilà, et qu'il y ait les analyses. 4 fois par mois, et pour qu'il y ait cela, il nous manque une structure qui soit à l'écoute de notre territoire. La structure à l'écoute de notre territoire, ça s'appelle un parc naturel régional. Et vous avez le parc naturel régional de la Narbonnaise qui a créé il y a quelques jours un colloque sur la mer Monte que vous pouvez tous écouter parce qu'il est accessible en replay sur leur site. Et je suis très fière de ce parc parce que c'est moi qui ai eu l'idée du parc. Il y avait une idée de réserve naturelle qui s'était cassée la figure et c'est moi qui ai repris le dossier en 2 ans. Et là, les élus ont fonctionné. Je sais qu'ici c'est difficile parce qu'on est à cheval sur 2 départements, mais un parc régional, le parc du Haut-Languedoc, c'est sur 2 départements et c'était même sur 2 régions différentes. Alors, donc je veux dire que là, on ne pourra s'en sortir que si on montre un plan global avec en effet des piézomètres analysés régulièrement pour qu'on puisse dire il faut faire quelque chose adapté à notre territoire. Oui, parce que si vous voulez, ce qu'on voit, nous, on regarde la végétation, parce que les photos aériennes, c'est très important. Si on n'avait pas eu les photos aériennes, on ne serait pas là aujourd'hui. La photo aérienne, on détecte très très vite les moindres détails. Et on voit que ça commence à changer. C'est pas spectaculaire pour les gens qui voient, mais ça commence à... Alors, précisément,
notre ambition en tant qu'association, c'est alerter, c'est notre but, parce que nous, ce qu'on défend, c'est la qualité de vie de notre quartier. On a investi ici, on a mis notre argent ici, et on ne veut pas voir notre quartier se dégrader. Surtout qu'on a une qualité de vie qui est appréciée. Bon. Alors, comment faire pour l'avenir? Eh bien, la question, on a essayé, ce qu'on souhaite obtenir, on s'est rapproché de l'université, on souhaite obtenir un programme de thèse, parce que comment faire les recherches, on peut les confier directement au service technique, etc. Mais c'est préférable d'obtenir par l'intermédiaire, parce que Montpellier regorge de compétences pointues, y compris dans le domaine de l'eau. Et il faut arriver à les mobiliser. Ici, on a 2 étudiants de l'université de Montpellier qui sont venus écouter notre exposé. C'est la raison pour laquelle on fait cet exposé grand public aujourd'hui. Il y a eu une annonce dans la presse, et donc on essaye d'alerter l'ensemble de la population. Non pas pour nous faire plaisir, mais parce qu'on estime qu'il est temps de mettre en place un système, et si possible, notre ambition, c'est de déclencher un programme de recherche dans un cadre universitaire, comme ça s'est fait en Camargue pour le riz. On a un schéma qui marche très bien pour le riz, ils ont des sols un peu différents, et il y a eu des études dans le cadre d'une thèse, de plusieurs thèses, qui ont mis au clair tous les problèmes dont a parlé Jean-Paul Legros. Il ne faut pas manier l'eau de façon inconsidérée. Vous voyez ? Et ça, c'est notre ambition. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. J'espère simplement que cette réunion, parce qu'on a été bloqué par le Covid, notre présidente est décédée du Covid il y a plus d'1 an, il a fallu qu'on récupère un peu l'association, on l'a fait redémarrer sur cet objectif-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, on est prêt à toute initiative allant dans le sens... On a un espoir, c'est que l'État, il y a l'agence de l'eau, qui est un pourvoyeur de crédit, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'agence de l'eau ici, on leur a envoyé quand même une convocation, enfin on leur a envoyé une information, mais ils n'ont pas répondu. Eux, ils ont de l'argent, ils peuvent financer. Et ils ont décidé que l'ensemble de l'arc baie d'Aiguebord, depuis 7 jusqu'au Gros du Roi, fait partie d'une problématique littorale identique. Et que plutôt que chaque commune travaille séparément dans son département, dans sa commune, sans passer par les voisins, on fasse un projet global qui consisterait à étudier l'évolution du biseau salé, l'évolution de la végétation, et également le suivi piézométrique, parce que actuellement, il y a uniquement la commune de la Grande-Motte qui a ces 3 piézomètres. Ils sont relevés régulièrement, je suis allé au service technique, mais ils n'ont pas fait les mensurations de réserve d'eau douce, donc c'est sympa. On sait par exemple qu'en plein été, ils sont quasiment à 0. C'est-à-dire à 0, on est au 0 NGF, c'est-à-dire qu'on est dans le sel. Le piézomètre qui est situé près du Grand Travers, il est à 0, il était à 0 à partir du mois de juillet. Donc il ne faut pas s'étonner que les plantes elles souffrent. Alors, à ce moment-là, comment réutiliser des structures qui ont été gardées, c'est-à-dire les anciennes vignes, même au Grand Travers, vous avez des fossés qui sont utilisés comme fossés de drainage, mais qu'on peut utiliser dans le sens inverse. Jean-Paul Legros me disait tout à l'heure, il faut faire attention, mais on est sur des sols sableux. On peut inverser dans l'autre sens. Et je suis assez outré de voir que on a une quantité phénoménale d'eau qu'on jette dans le canal. Ça fait 9 ans qu'on a une station d'épuration qui sort de la qualité eau de baignade et qu'on jette cette eau dans le canal du Rhône-à-Sète sans la réutiliser. Maintenant, vous allez la réutiliser, vous nous avez dit. Oui, mais il est temps. Il est temps. Mais alors, là où ça devient compliqué, c'est là où ça devient compliqué. Figurez-vous la chose suivante, c'est que l'eau de station d'épuration qui sort, elle est bonne bactériologiquement, pas de problème. Mais comme le réseau de la Grande-Motte est quand même pollué partiellement par l'eau salée, parce que vous avez des canalisations en fibrociment qui sont vieilles et qui sont contaminées par la nappe salée. Eh bien, quand elle sort de la station d'épuration, elle sort déjà à 1 gramme par litre.
ou presque. C'est-à-dire qu'on est déjà à la limite. Et c'est même trop parce qu'on va être obligé de la rediluer avec de l'eau du Rhône parce qu'elle est un peu trop élevée pour les gazons qu'on utilise sur le golfe. Vous voyez ? Donc, vous voyez que ça devient compliqué et qu'il est temps qu'on agisse. Oui. Voilà. 2000 euros, 1800 euros. Merci. Oui. Bonjour. Guillaume Bourrier, donc je suis pédologue et géochimiste et Jean-Paul Legros a eu l'amabilité de me présenter déjà. Bon, alors je suis à l'Académie d'agriculture de France, mais là, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai longtemps travaillé sur la Crau et on a obtenu la création du syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau qui regroupe 16 communes. Et là, on a des élus qui prennent des décisions et qui ont commencé à mettre en place des réseaux de piézomètres justement par rapport à ce problème de biseau salé. Donc, évidemment, une association et des personnes finissent par se fatiguer s'il n'y a pas, à un moment donné, un relais par une structure avec des élus représentatifs et qui sont conscients du phénomène, etc. Et c'est ce syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau. Nous en avons obtenu la création... Gestion de la nappe phréatique de la Crau. C'est son intitulé. Oui, c'est un syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de syndicats mixtes qui gèrent des ressources hydrologiques. En général, il s'agit d'eau de surface. Oui, d'accord. C'est beaucoup plus difficile de faire comprendre qu'il y a de l'eau en profondeur et que les pluies vont peut-être s'assécher si on continue à pomper. Or, 1 hectare de prairies irriguées de la Crau fournit l'alimentation en eau potable pour 18 000 habitants. Et en l'occurrence, ce sont les communes de la Crau, Saint-Provence, mais aussi Arles, Saint-Martin-de-Crau, et ça va jusqu'à Fos-sur-Mer et jusqu'aux industries de Fos-sur-Mer. Donc, ça a été une affaire de longue haleine. Donc j'ai commencé à faire ça avec ma collègue Fabienne Trollard en 2000, quand on a créé le laboratoire de géochimie des sols et des eaux de l'INRA à Aix-en-Provence. Et ensuite, avec des études financées par le Fonds unique interministériel de soutien au programme de recherche et développement des pôles de compétitivité. C'est enregistré. Hein. Donc, en l'occurrence, le pôle de compétitivité qui était à Aix-en-Provence, qui était vulnérabilité des territoires. Voilà, donc vous avez un territoire qui est vulnérable. Voilà, on fait sur un territoire qu'il faut peut-être élargir, comme vous le disiez, au-delà de la Grande Motte, aux communes alentours. La structure parc naturel, peut-être pas la meilleure structure pour ça. Enfin, il faut une structure ayant pignon sur rue, un syndicat mixte, un syndicat mixte intercommunal. Je pense que ça serait la meilleure. Et là, bon, il faut demander à la préfecture, au sous-préfet d'appuyer. Alors, si vous avez une thèse et des résultats de recherche à l'appui de ça, sensibiliser les yeux et montrer, c'est clair. Je pense que de pas l'expérience, il faut quand même 7, 8, 10 ans pour arriver à ça. Mais c'est important de signaler que la Crau, c'est quand même une région extrêmement importante. Et donc, si ce système fonctionne bien dans la Crau, c'est un bon exemple. Le jour où il n'y a plus de moutons dans la Crau, il n'y a plus d'eau au robinet. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que ce sont les excédents d'irrigation par l'eau de la Durance de la Crau. C'est pas de l'irrigation sous pression, c'est de l'irrigation gravitaire, avec des agriculteurs qui se lèvent la nuit pour aller ouvrir les calancs, etc., un planage, etc., avec le foin de Crau qui est en appellation d'origine contrôlée. Absolument. Les chevaux de course ne consomment que du foin de Crau. Oui, j'ai fait une conférence à la Morlaix et une éleveuse de chevaux m'a dit le foin de Crau c'est l'Hermès du foin. Donc, ce sont les excédents d'irrigation et donc les agriculteurs rendent un service écosystémique à la population par leurs excédents d'irrigation. Alors on va dire pourquoi est-ce qu'ils arrosent autant d'eau là. L'eau alimente la nappe donc elle n'est pas perdue et ensuite l'évaporation de l'eau régule le climat localement en refroidissant l'atmosphère. Alors la deuxième chose que je voudrais ajouter c'est que Jean-Paul Legros a donné une explication sur la Crau, mais j'en ai une autre. Crau ça vient du grec kragos qui veut dire caillouteux et en fait ce qui s'est passé c'est que quand Héraclès poussait son troupeau de chevaux depuis l'Espagne, etc.,
Quand il est arrivé dans l'accro, il a rencontré des brigands. Là, il était mal en point, et il a fait appel à Zeus, son père, et il a dit, et Zeus lui a envoyé des cailloux, et voilà pourquoi l'accro est caillouteuse. Merci de cette information. Alors, Madame Garçon. Très brièvement, c'est juste pour dire qu'il va y avoir quand même une structure qui est en réflexion, Oui. qui est l'Observatoire des communes littorales en risque de submersion, dans lesquelles on souhaiterait avoir des territoires d'expérimentation. Et ces territoires d'expérimentation, ça pourrait très bien être des territoires qui sont déjà dotés comme ça de piézomètres et avec toutes les spécificités que peut représenter l'étang du Ponant, avec les risques à la fois d'inondation, comme vous l'avez expliqué, et de submersion. Donc voilà. Oui, il est à compléter parce que, si vous voulez, le golf par exemple, ils n'ont pas de piézomètre, alors que le golf c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire. On a des gazons particuliers. Actuellement, vous avez des golfeurs qui ont des grilles magnifiques et les arbres sont en train de crever. Ils ne se sont pas demandé pourquoi. Mais parce que le golf, il arrose les 30 premiers centimètres, il ne veut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté, mais le golf, c'est à la fois des étangs qui se dessèchent et dont la qualité de l'eau est en train de se détériorer, les carpes et tout ça vont crever, et surtout, les arbres, ils vont chercher au fond. Voilà. Donc on a des golfs, on a des greens à côté d'arbres qui sont en train de périr. Oui, moi je voulais intervenir sur un point. Vous m'entendez? Je m'appelle Michel Renard, je suis président d'une association qui s'appelle la Vigie citoyenne grenobloise. D'abord, je voudrais vous remercier. J'ai vu qu'il y avait des bulletins d'adhésion à l'arrivée, donc je vais adhérer parce que je ne connaissais pas le travail que vous faisiez sur tous vos points. Et bien, félicitations. Je s'inquiétais aussi tout à l'heure de qu'est-ce qu'on allait faire maintenant. En fait, il se passe beaucoup de choses. Moi, par exemple, pendant toute le trimestre, j'ai été voir un certain nombre d'élus, des politiques. Le problème des élus et des politiques, c'est qu'ils sont dans le présent, ils ne sont pas dans l'avenir. Et nous, on sont sur l'avenir. Et je pense que si on arrivait à fédérer toutes les associations de la Grande Motte, même du canton, on pourrait peut-être avoir plus de poids. Certainement. En tout cas, moi, je suis prêt à vous rencontrer et à venir vous voir, parce que je suis très intéressé par ce que vous dites. Oui. Et notre combat, nous, contre le projet Villeport, contre ce projet Villeport-là, rejoint aussi votre combat. Nous, on ne se prononce pas sur le projet du port, Non. on se prononce sur notre quartier. Enfin, bon. Mais c'est vrai ce que vous dites, il faut regrouper les compétences et les forces. Nos efforts. Ouais. Alors, d'autres questions? Il n'y a pas de questions idiotes, hein, elles sont toutes intéressantes. Guy. Je voudrais revenir sur la question de la montée des mers. Oui. Il y a des études assez sérieuses, à partir de marées graves réparties un peu partout, qui donnent une moyenne de 1 mm par an, ce qui est très faible. Les médias balancent des chiffres beaucoup plus élevés, on ne sait pas du tout d'où ils sortent, donc on est un peu dans le brouillard, d'autant plus que les alluvions récentes, on sait très bien que ces alluvions se tassent progressivement, comme la Camargue s'enfonce, et il est probable que nos terrains ici s'enfoncent également, de façon très très faible, mais quand même. Donc on est un peu dans le brouillard pour ces problèmes-là. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, les climatologues, ils ont des fourchettes aberrantes parce que personne ne peut prédire ce qu'on aura en 2100. Il y a absolument personne ne peut le dire. Est-ce qu'on aura plus 1 mètre ou d'autant je plus, sais pas. on utilise souvent des modèles mathématiques différents qui se sont tous révélés insuffisants, inadaptés parce que les évolutions du climat sont beaucoup trop complexes pour le mettre en modèle mathématique. D'autant plus que dans ces modèles mathématiques, on ne sait pas très bien quelles sont les données variables qui font varier. Oui, absolument. La vapeur d'eau, etc. Le CO2, ce chiffre 1 mm est valable, je crois, il est peut-être plus élevé, mais enfin, on ne sait pas très bien. En fait, nous... Donc on est obligé de travailler sans savoir ce qui va se passer. Nous, ce qu'on observe, on a quand même 35 ans d'expérience derrière nous. L'association a 35 ans. Et dès le début, on a fait des photos aériennes. Et ça, c'est notre arme secrète. Hein. Elle n'est pas secrète, puisqu'on le met au grand jour. Mais c'est notre outil d'observation, qui est extrêmement fiable. Et j'ai quand même été sidéré de voir cette année
je prends un ULM, parce que Jean-Pierre Beignet a rendu son tablier, et j'ai décidé d'aller louer un ULM de l'autre côté de l'étang de l'Or. J'ai fait 2 vols dans la dernière semaine d'août, et j'ai été stupéfait de voir l'état des vignes rouges. Premièrement. Le deuxième vol, on n'avait pas le droit de surveiller la Grande Motte. J'ai redemandé une autorisation pour surveiller la Grande Motte. Et ce qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille, c'est l'état des platanes. Alors les platanes, ils n'ont pas que peut-être la sensibilité au sol. À quelle date? En août. On était le 22 août, exactement. Trop tôt. Vol à 7h du matin, quand il n'y a pas de vent, un petit ULM tranquille. Et là, on a une qualité de vue impeccable, on prend les photos et on trie, parce qu'on fait 600 photos, hein, on va trier, parce qu'on va pas... Et si vous voulez, on est allé on a fait tout le survol du vignoble des Sables, jusqu'à l'Espiguette, au Baronnet. Et je me suis dit, les vignes qui sont le plus près de la mer vont être certainement les plus attaquées. Et il y a notamment le domaine de Figueras qui est absolument à 300 mètres de la mer. Et ben eux, ils irriguent et ils ont un vignoble impeccable. Par contre, ceux qui ont vraiment dégusté, c'est le domaine de Jarras. Et d'ailleurs, la directrice a été virée. C'est pas à cause de moi, hein, parce que je l'aurais pas envoyé. Par contre, il y avait une réunion qui m'a paru quand même incroyable, c'est que le syndicat mixte de la Camargue gardoise se réunit début septembre et nous propose de réfléchir sur les grands, quels sont les principaux, parce que l'Aigues-Mortes va passer en site, comment on appelle ça déjà, en premier site remarquable du patrimoine d'Occitanie. Et donc il fallait lister les domaines les plus remarquables. Alors il y avait les remparts, il y avait la bouvine, il y avait les chevaux. Il n'y a pas eu la vigne. Alors j'ai dit, à la fin de la réunion, je suis allé voir la responsable, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas du vignoble? Ah, mais il dit, oui, il faut mettre le vignoble. Ah oui, parce que si vous prenez un peu d'altitude, qu'est-ce qui est joli à voir? C'est toutes ces vignes qui sont magnifiques sur les cordons dunaires. Eh bien, elles étaient rouges. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, comme je rentrais d'Arles, que j'avais vu des photos de Van Gogh, il a montré les vignobles rouges au mois d'août en 1860 ou 70, et c'était le phylloxéra. Et là, je sais quoi. Vers 1770 ou 1800, ce n'était pas des vignes qu'il y avait là. C'était des pinèdes ou des zones humides, marécageuses. C'était des zones marécageuses, je ne sais pas si on entend là. Oui. Chez vous? Oui. Ah oui? Oui, autour des portes du Vidorle. Oui, d'accord. Et donc à ce moment-là, il fallait creuser des fossés pour assécher. Drainer, absolument. Pour drainer. Oui, oui. Alors est-ce que ces fossés peuvent être utilisés à l'heure actuelle pour irriguer? Quoiqu'ils ne sont pas dans... Aussi, il y en a partout, des roubines, des fossés, des choses comme ça. Voilà. Mais on peut faire du rechargement de nappe en utilisant ces fossés, mais à condition de... Comme quoi les temps changent. Oui. Donc c'est Madame de Bernis, propriétaire du... À Quincandon. À Quincandon, du Mas Quincandon. Oui. Oui. Une des photos qui est présentée vient du Mas Quincandon. Oui. Oui, moi c'est juste une petite remarque par rapport à mon voisin. J'apprécie ce que vous dites, mais je ne peux pas vous laisser dire que les modèles mathématiques, c'est une connerie. Hein, les modèles mathématiques, ils donnent ce qu'ils peuvent, ils sont en cours d'élaboration, mais dans de nombreux domaines de la vie des hommes, les modèles mathématiques nous ont apporté énormément et ils continueront à nous apporter. Mais les modèles mathématiques, ils sont en recherche aussi, ils ont besoin de s'affiner, ils ont besoin... Mais c'est eux qui pourront permettre de faire des prévisions à long terme,
Et je pense que c'est très important, on ne peut pas dire ça que les mathématiques c'est une connerie. C'est merveilleux ce que les mathématiques permettent d'expliquer dans des systèmes complexes qui passent. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu une étude d'un grand climatologue du MIT, Harvard, qui estime que les modèles mathématiques, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir des modèles mathématiques qui collent. Ça viendra peut-être. Bien sûr, Tout à fait bien sûr que ça viendra. Ah, puis la météorologie est une science jeune qui nécessite d'énormes moyens de calcul qu'on n'a pas encore. Donc, mais ça viendra. Ça viendra. Un climatologue très connu. Je régler cette question. Non, je propose de régler cette question de façon très simple. Nous avons à Castelnau-le-Lez. Nous avons un centre météorologique qui travaille avec Météo France. Un jour, on les fait venir. Ils nous diront ce qu'ils ont à nous dire de leur connaissance, et ça évitera peut-être des discussions de je suis pour, je suis contre. D'accord. Ici, René. Présentez-vous, s'il vous plaît. Du coup, je m'appelle Simon, je suis étudiant en master à Montpellier, là, en écologie évolution. Je pense que c'est important de ne pas confondre le climat et météo. Vous parlez beaucoup de météorologie. Au niveau du climat, on est quand même, je veux dire, les modèles du GIEC, même s'ils ne sont pas tous extrêmement précis mathématiquement, les modèles mathématiques, il y en a plein de différents, mais globalement, les rapports du GIEC, ils vont tous dans le même sens. Ça commence à faire un moment qu'on est au courant de ce qui est en train de se passer au niveau du changement climatique. Et de... Je sais pas si vous entendez bien aussi. Et du coup... Et c'est vrai que du coup, d'entendre ça, d'entendre que de remettre en cause ces modèles-là, c'est toujours un petit peu étrange pour nous en tant qu'étudiants, parce qu'on est baigné là-dedans toute notre scolarité et on voit que ces changements globaux-là, ils sont vraiment réels. Du coup, même si c'est toujours intéressant d'avoir une vision au niveau d'une échelle de vie associative. Vous parlez de 30 ans, ça reste intéressant. Mais les modèles à longue date, on les connaît, on voit les tendances, on sait vers où on va. Et du coup, c'est pour ça que moi aussi, il y a un peu cette question-là qui me vient de les mesures, par exemple, avec les piezo, tout ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'il faut. Mais clairement, on a déjà beaucoup de données sur les notions de montée des eaux, sur les impacts du changement global. Et du coup, pour moi, la question, c'est un peu plus qu'est-ce qui est mis en place derrière et ensuite quoi. Est-ce que c'est quoi l'objectif? Est-ce que si c'est une qualité de vie, si c'est de répondre à des changements environnementaux ou est-ce que c'est pour protéger par exemple des espaces qui sont naturels? Après, j'aimerais bien revenir aussi sur ce que vous avez dit. Vous parlez beaucoup de 3 espaces en tant que 3 espaces naturels, mais c'est vrai qu'il y a on voit assez facilement tous les impacts, tous les ouvrages qui sont au final des ouvrages humains et des marqueurs d'aménagement du territoire. Du coup, est-ce que ces territoires-là, ils sont encore naturels? Est-ce que c'est des milieux qui sont naturels? Donc moi, j'aurais bien aimé votre avis là-dessus, mais ça change un peu déjà du débat. Non, ça change pas le débat. Mais c'est vrai que oui, ces notions-là faut vraiment faire attention à pas confondre météo et climat, c'est pas du tout les mêmes choses et les changements à échelle globale, ils sont bien présents et ça... Moi, je pense que, personnellement, c'est un sujet qui me taraude depuis quand même pas mal d'années. Et il y a une chose qui m'impressionne, c'est la Hollande. Si vous allez en Hollande, je vous suggère, non pas d'aller à Amsterdam, mais d'aller à La Haye. Et à proximité de La Haye, vous avez une plage qui s'appelle Scheveningen, qui est donc la grande plage des Hollandais. C'est l'équivalent de la grande motte hollandaise. Bon, en Hollande, quand vous allez là-bas, d'abord vous voyez toute la protection des dunes, c'est colossal parce qu'ils sont à moins de 6 mètres sous le niveau de la mer, et ça n'empêche pas qu'ils ont leur plage. Et ce qui m'a stupéfait, j'y étais allé il y a 2 ans, c'est que sur le front de mer, ils ont des installations que nous, on supprime en été, les fameux restaurants de mer, de plage, ils sont là en permanence. Derrière, ils ont fait des parkings à moins 5 niveaux. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur que l'eau rentre. C'est-à-dire qu'ils sont définitivement dans un système artificialisé et ils n'ont plus le choix. On ne peut plus revenir en arrière. Et nous, on est en train de prendre cette voie-là.
C'est-à-dire, si on veut rester à la Grande Motte, il faut qu'on anticipe, alors d'où l'intérêt quand même d'avoir, si on pouvait savoir ce qui se passe dans les 30 ans à venir, on peut calibrer des investissements. Parce que ça va être des investissements qui vont coûter cher. Il va falloir mobiliser du sable, mobiliser éventuellement du sable fossile pour renforcer les dunes. Et il faut si on ne se positionne pas là, et si on attend que les événements suivent leur cours, on se fera balayer. Oui, non, c'est juste pour vous dire qu'au niveau de la région, le choix qui a été fait différemment du choix des Pays-Bas, puisque en fait le choix qui a été décidé est un choix de recul stratégique. Oui, mais pas à l'origine, hein, pas à l'origine. Oui, mais donc c'est pour ça que la route a été. Oui, je sais. En fait, c'est vraiment un choix qui est un choix de. Mais la route, parlons de la route. La route, est-ce qu'elle était, c'était un symbole qu'on a fait là, parce que la route, elle n'était pas. Bon, oui, je suis d'accord pour qu'on les ferme. C'est juste pour vous dire que le choix qui est fait, c'est pas un choix de lutte et de lutte contre les éléments, mais plutôt un choix d'aménagement et de recul stratégique. Ouais. Oui, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Simplement pour dire qu'on a un exemple, c'est le Conservatoire du Littoral en Grande Camargue. Les Salins du Midi ont donné au Conservatoire du Littoral la moitié de leur surface, c'est-à-dire 5000 hectares. Donc le Conservatoire du Littoral a dit recul stratégique, on fait rien. Bon. Et on va laisser la nature faire son travail. À côté, les Salins du Midi continuent à avoir du sel, donc ils se protègent contre la mer, etc. Et bien, 5 ans après, toute la zone récupérée par le Conservatoire du Littoral, elle est complètement stérilisée par le sel. Je peux vous y emmener, et ça serait bien d'aller faire une visite là-bas ensemble. Et d'ailleurs, l'association se propose de faire des visites en vélo pour vous montrer tout ce dont on vous a parlé. Là. On a été obligé d'abandonner parce qu'il y a le Covid qui arrive, mais c'est inscrit au programme. Donc c'est une bonne idée. Voilà. Juste un petit complément avec Bernard Robert. On a travaillé à essayer de faire inscrire l'inventaire des espaces verts de la Grande Motte dans un système d'information géographique, puisque c'est ma compétence, donc je suis géomaticienne et j'organise aussi des cartographies participatives. Donc quand on parle de balades à vélo, ça peut être aussi des balades pour repérer avec des petits smartphones les espaces verts. Il faut savoir que toute la ville de Montpellier, toute Montpellier Métropole a déjà mis sur ce qu'on appelle des systèmes d'information géographique ces espaces verts. Et là, on proposait de prendre le territoire témoin du quartier du Ponant, et c'est quelque chose qu'on a proposé à la mairie et qu'on propose encore, et que finalement on peut construire ces bases de données de systèmes d'information géographique qui sont un peu des millefeuilles sur lesquels on peut mettre toutes les informations, même des informations historiques pour suivre des évolutions. Et je pense que c'est vraiment un outil qui peut aider à la décision Oui, pour les arbres, la gestion des arbres. La gestion des arbres, et puis pas seulement. Oui. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le recul stratégique. Oui. Pas moi, hein, c'est la le recul stratégique entre Sète et Agde, oui, il y avait l'espace. Entre Carnon et la Grande Motte, là c'est une bêtise. On avait une route départementale qui était entre 2,30 m et 2,40 m d'altitude, et on a fait une piste à 50 cm d'altitude. Donc ça s'inonde tous les hivers, il n'y a plus de possibilité de pratique des sports de glisse entre Carnon et la Grande Motte. Les gens vont dans les endroits où c'est plus large, c'est-à-dire entre Carnon-Ouest et Palavas pour faire du kitesurf. Mais en plus, le fait est qu'on a fait des bêtises au niveau de l'échangeur du Petit Travers, et si bien que Carnon, qui dépend de la caserne des pompiers de la Grande Motte, n'est plus accessible quand il y a des tempêtes, parce que, je veux dire,
la route 2 fois 2 voies entre Carnon et la Grande Motte est à des points à 1 mètre d'altitude. Donc je veux dire qu'avant les pompiers, la fameuse tempête de 2002, les pompiers de la Grande Motte ont été ravis de dire ça y est, non, on a pu passer, on a pu aller à Carnon par la route du littoral, parce que la route du littoral avait tenu le coup. Ça, c'est passé sur France 2. Donc, je veux dire, voilà, on a des possibilités, mais il faut voir cas par cas si la théorie est applicable dans tel espace. C'est pour ça qu'il faut vraiment une vue globale pour voir les conséquences. Parce que les conséquences de l'érosion du cône de déjection du Rhône dans la mer font que il y a le banc de sable du port Camargue qui va faire qu'un jour, port Camargue, le port va s'ouvrir côté est alors qu'actuellement il est du côté ouest. Et je veux dire, la Grande Motte risque d'être dans un lagon. Dernière question. Oui, bonsoir, William Vist de la Grande Motte. Je voudrais dire une petite chose à madame. Je vais vous rassurer, j'ai été présent le jour où on a inauguré entre le Petit Travers et le Grand Travers, justement, le Conservatoire du Littoral est devenu propriétaire de la route et a défoncé la route. Mais je vous rassure, retenez bien la date, 2034. Entre le Grand Travers et le Couchant, la route sera supprimée. Le Conservatoire du Littoral est en train de reprendre la main sur cette zone-là. Je dis bien entre le Grand Travers et le Couchant, d'accord? Donc ça cause d'autres problèmes pour les pompiers, effectivement, mais le Conservatoire du Littoral est en train de reprendre la main dessus. Et là, on ne peut rien faire. Là, c'est au niveau de l'État français que ça se décide. Première chose. Petite précision sur le niveau, je vais aider l'étudiant, ni météo, ni les mathématiques. À Marseille, devant la mairie de Marseille, il y a une cote NGF 0, qui est le niveau de la mer. Depuis quelques années, ce niveau NGF, la mer passe au-dessus, légèrement. Donc il y a bien une montée des eaux en Méditerranée. Je ne parle pas d'été, d'hiver, ou du Mistral, ou pas du Mistral, je parle vraiment de permanence. Deux petites choses qui vont un petit peu plus en arrière. Aujourd'hui, on va, à partir du mois de mars prochain, mars-avril prochain, le golfe sera arrosé uniquement avec l'eau usée de la Grande Motte. Et puis avec l'eau du Bar-Rhône, donc avec moins de sel. On est bien d'accord ? Pas uniquement, parce qu'ils sont obligés de faire double réseau. Ils sont obligés, tout à fait. Ah oui, parce que après, il y aura un tiers qui va être arrosé par l'eau de tout à fait. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, je veux dire qu'on a les 3/4 qui seront encore, ça sera mélangé, ouais, ça sera dilué. Après, je voulais vous parler aussi pour ces puits. Vous savez, madame demandait tout à l'heure pour les puits, il faudrait qu'on ait un soutien pour les puits, qu'on puisse aider, que ce soit des associations, des collectivités qui aident. Mais enfin, vous tous là, vous payez là une taxe qui s'appelle la taxe GEMAPI. On parle du pays de l'Or. Et dans cette taxe GEMAPI, on fait justement ces puits. C'est une volonté simplement politique des élus du Pays de l'Or de faire dans telle ou telle commune et dans tel ou tel endroit ces puits. Mais il faut savoir que chaque année, vous payez. Des piézomètres. Oui, des piézomètres. Ouais, d'accord. Hein, donc vous les payez, mais vous ne savez pas si ça va servir dans la commune de Moguio-Carnon, de Lansargues, de la Grande Motte ou d'ailleurs. Mais par contre, on les finance. Alors c'est vrai qu'ici à la Grande Motte, on a une taxe dans le Pays de l'Or qui est très faible pour la GEMAPI, mais elle est quand même présente. Donc je reviens simplement surtout sur le littoral. Je vous rassure, malheureusement, on va supprimer d'ici 2033-34. Normalement, le littoral va récupérer la zone du Grand Travers jusqu'au Couchant. Merci. Il n'y aura plus de voies, on sortira et on rentrera par la Grande Motte et par le... Merci de votre présence et merci aux conférenciers. Bonne soirée.